Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast hebdomadaire sioniste, mondialiste, ultra giga turbo-libéral. Et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour revenir aujourd'hui sur la loi El Khomri. Et on avait parlé déjà du contenu en lui-même de cette loi, donc peut-être pas nécessairement besoin de revenir dessus, surtout que ça a l'air de changer, on va dire de façon très, pas dire quotidienne, mais presque. Donc au final, on sait toujours pas avec certitude qu'est-ce qui va être dedans ou qu'est-ce qui ne va pas être dedans. Mais ce qui nous avait assez interpellé, ça a été l'ampleur des manifestations qui ont eu lieu sur l'ampleur de la protestation au sens général du terme, qui a eu lieu depuis plusieurs semaines maintenant. Que ça a l'air de continuer c'est toujours vivant. Il y a vraiment, c'est quand même assez, même moi de ce que je peux voir de l'extérieur, de l'étranger, c'est l'air quand même assez fort. Et on était quand même assez surpris parce que on a toujours dit que bon, au final, qu'on soit d'accord ou pas avec le contenu, je pense qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Tout le monde de sérieux sur le sujet à peu près d'accord pour dire que c'est très marginal ce qu'il y a dans le contenu de la loi, que c'est plus une espèce de sac de fourre-tout pour plein de petites réformes très très marginales. Et c'est quand même assez impressionnant vraiment le rejet. Ça me rappelle quand même assez directement la réforme des retraites sous Sarkozy. Et surtout ce qui est frappant, c'est de voir que c'est essentiellement un rejet de la part de la CGT. C'est-à-dire que si on regarde le texte tel qu'il est aujourd'hui, la CFDT, qui est quand même le syndicat salarié principal en France, est en accord avec le texte et soutient le texte. Et moi, c'est vrai que c'est déjà vraiment une des choses qui m'a, de façon symbolique, le plus frappé, c'est qu'au final, ce n'est pas un combat des syndicats ou des salariés face au patronat, c'était un combat de la CGT face, disons-le, au reste du monde. Et c'est vrai que même si c'est un peu anecdotique comme façon de démarrer le sujet, je trouvais que c'était très révélateur de la mentalité, enfin c'est la mentalité des manifestants aujourd'hui. Oui, peut-être rappeler les raisons qui poussent la CGT à exprimer son mécontentement. Si je me souviens bien, c'est l'article 2 qui cristallise en fait toutes les haines, les rancœurs, parce que cet article, constitue une petite brèche dans le monopole, peut-être, de certains syndicats quant à l'édiction des règles qui vont organiser le travail dans certains secteurs, en permettant notamment aux accords d'entreprise de revêtir une importance plus grande que les accords de branche. On est face à un syndicat qui, de manière un peu rationnelle quelque part, va défendre son monopole, ses intérêts et son pouvoir quant à sa capacité à participer à la réglementation du marché du travail en France. Oui, c'est très important justement d'être extrêmement précis, parce que comme je disais, on est sur des choses qui sont très marginales, mais qui finalement sont très très précises et très très pointilleuses. L'article 2 en question ne fait qu'une chose entre guillemets. Comme tu l'as dit, il permet, dans certains cas prévus par la loi, aux accords au sein de l'entreprise de passer outre ce que les accords de branche pourraient dire. Et donc ça, c'est factuellement ce que la loi dit. Donc tous les discours que vous entendez autour de c'est la fin des 35 heures et ça va être germinal et on va remettre les coups de fouet et je ne sais quoi. Non, ce qui cristallise vraiment le débat, c'est que on est en train de dire que dans certains cas très particuliers, sous réserve d'un accord d'entreprise, on pourra aller réécrire ce que l'accord de branche a pu mettre en place. Et l'espèce de coïncidence qu'on se permet juste de pointer du doigt, Fergan et moi, c'est que effectivement la CGT a une présence syndicale plus importante dans les branches que dans les entreprises individuelles. Après, à chacun peut tirer ses propres conclusions, mais c'est une
coïncidence assez surprenante. Et vraiment, pour insister, on est sur quelque chose d'extrêmement précis. Je pense pas que la majorité des manifestants aujourd'hui en aient vraiment conscience de ce point de détail, mais oui, les reculs, entre guillemets, tous les reculs dont on a pu parler, que ce soit sur la rémunération des heures supplémentaires ou je ne sais quoi, peu importe, sont sous le contrôle d'un accord avec les syndicats au niveau de l'entreprise. Et ça, en termes, encore une fois, on peut critiquer, on peut dire c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, mais ça ne sort pas de ce cadre-là. C'est toujours sous réserve qu'il y ait cet accord avec les syndicats. Et c'est pour ça que, a priori, que la CFDT étant quand même en accord et soutient ce texte pour dire, il y a ce garde-fou, de dire, il va y avoir les syndicats qui vont être un peu les gardiens du temple et s'assurer que on va pas trop loin en termes de négociations salariales. Mais la CGT, effectivement, utilise cet article 2 comme étant la fin du droit social et la fin des congés payés et la fin de la retraite et je ne sais quoi. Et le retour à Germinal. Et ça, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. À un moment donné, il faut être intellectuellement honnête et j'ai vraiment l'impression aussi que la CGT là-dessus ne fait pas son travail d'honnêteté intellectuelle, de représenter clairement quel est l'enjeu, quel est le débat. Et c'est très... Effectivement, comme tu le dis, la CGT sait très bien où sont ses propres intérêts et essaye de faire d'avancer de son intérêt à elle seule, en premier. Oui, tout à fait. C'est un article 2 qui, en fait, réintroduit un tout petit peu plus de subsidiarité, je crois. Mais c'est quand même assez frappant de voir à quel point l'introduction d'une petite dose de subsidiarité engendre tellement tant de scandales, de manifestations. Mais qu'est-ce que ça va être le jour où on va avoir une véritable réforme du marché du travail? Parce que bon, les accords de branche, c'est bien gentil, hein, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises en parlant du droit du travail français, moi je suis très sceptique à l'idée de conférer autant d'importance aux syndicats de manière générale qui, soyons clairs, représentent personne. Enfin, ils ne représentent que dalle si ce n'est leurs propres intérêts. Le taux de syndicalisation en France est catastrophique et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut observer dans les pays voisins, ce que sont en Scandinavie, en Allemagne ou même en Suisse, si je dis pas de bêtises. Donc, dans la même situation qu'un syndicat allemand, suisse puisse protester et dire « Ah, c'est un déni de démocratie », limite je pourrais comprendre parce qu'effectivement les syndicats outre-Rhin, les syndicats nordiques sont généralement beaucoup plus représentatifs des intérêts des travailleurs du fait d'un plus haut taux de participation, mais en ce qui concerne le syndicalisme français, il n'y a pas photo. Ces gens-là n'ont aucune légitimité à représenter qui que ce soit. Et il serait peut-être temps de revoir le marché du syndicalisme, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire mettre fin à ces monopoles syndicaux qui imposent, qui en fait sont autant d'atteintes, je crois, à la liberté d'association, à la liberté d'affiliation. Et on pourra, je crois, discuter plus sérieusement avec des syndicats le jour où ils seront représentatifs de la population active française, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas. Donc je suis assez stupéfait, en fait, du pouvoir de nuisance de ces gens-là et de l'importance qu'on leur accorde d'un point de vue médiatique et politique. Cette importance accordée, je crois, est quand même inversement proportionnelle à la légitimité de ces gens-là. Donc de ce côté-là, c'est assez, je crois, frappant et intéressant de le remarquer. Non, tout à fait. Et désolé, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Pardon ? Je ne vais pas avec le dos de la cuillère. Non, désolé. Bien sûr. Mais pour revenir sur un point, je pense que tu as souligné quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que ça, c'est plus mon analyse personnelle. Je pense que les leaders de la CGT, les leaders intellectuels de tous les mouvements anti-austérité, etc., se rendent compte qu'aujourd'hui on est face à un tournant économique et politique, se rendent compte qu'on a un problème du chômage qui est endémique et qui ne pourra pas être juste résolu avec les outils qu'on a pu voir de par le passé, qu'il y a des choses, il y a des choses aujourd'hui il va falloir briser certains tabous en France à un moment donné. Sur la retraite, je pense que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir on martèle qu'il y a un vrai problème avec la retraite en France, il y a un vrai problème avec
le financement, tout le financement de la sécurité sociale, qui est en gros une lessiveuse pour les syndicats. C'est grâce à cela qu'ils se financent. Il y a des sujets qu'il va falloir ouvrir sur le temps de travail et autres, où ça ne va pas, comment dire, ça ne va certainement pas être des questions faciles. Il va y avoir beaucoup de débats, il va y avoir des manifestations, il va y avoir tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu en train de s'échauffer. Et c'est encore une fois, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense qu'ils sont un peu en train de s'échauffer, de lancer un message à la classe politique et de dire attention, regardez un peu quel boucan on peut faire pour 3 bouts de détails dans la welcomerie. C'est un peu un message à la droite qui aujourd'hui est en train, dans ses programmes politiques, on avait parlé la dernière fois de Fillon par exemple qui veut remettre en cause, supprimer complètement les 35 heures. Je pense que c'est un peu aussi un message adressé à la droite pour dire attendez de voir ce qui va vous arriver quand vous serez là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est plus un avertissement très réactionnaire. Non, nous on est la CGT, on est là, on est un peu les gardiens des acquis sociaux et si vous voulez toucher à quoi que ce soit, va falloir se heurter à nous. Et on est capable de bloquer le pays, on est capable de couper la distribution de pétrole, on est capable de contrôler la presse, on est capable de faire tout plein de choses qui vont pas vous plaire. Donc faites gaffe. Et c'est un peu moi personnellement ce qui en ressort. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions de la part de la CGT qui sont sorties du cadre des grèves et des manifestations conventionnelles et qui nous ont beaucoup choqués. Alors moi personnellement surtout l'affaire des journaux. Je sais pas si tu voulais rembrayer là-dessus, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez ahurissant ce qui s'était produit avec la publication des journaux français. Oui, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois que la CGT est un État dans l'État. Alors, il y a un peu de ça, effectivement. Il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que, bon, faire grève, forcément, arrêter de travailler quand on a des revendications, c'est tout à fait légitime. Rompre son contrat avec son employeur quand on estime qu'il ne traite pas bien, quand on estime qu'on n'est pas bien considéré, quand on estime qu'on a des revendications et qu'on veut arrêter de travailler, tout à fait légitime. Ok, arrête de travailler, il n'y a pas de souci. En revanche, bloquer des infrastructures, empêcher ceux qui ne veulent pas faire grève de travailler en utilisant la force physique, là encore, en empêchant les gens de circuler, en bloquant la diffusion de journaux, en terrorisant littéralement tous ceux qui s'aventureraient à contourner la centrale qui permet d'éditer, d'imprimer des journaux pour être sûr de ne laisser passer que quelques journaux privilégiés. Enfin, toutes ces actions-là, je crois, sont assez, je ne trouve même pas d'adjectif pour qualifier ça, en fait. C'est assez incroyable que ça puisse se faire. Et on a vraiment l'impression, enfin je l'ai déjà dit, mais je radote que c'est un État dans l'État. Et on va peut-être se poser la question, encore une fois, de la nécessité de doter les privilèges de ces organisations qui leur permettent d'avoir un pouvoir de nuisance démesuré sur l'économie et la société de manière générale, sans qu'ils représentent qui que ce soit. On a de véritables problèmes de corporatisme dans ce pays. Alors c'est vrai pour les taxis, c'est vrai pour plein d'autres choses, mais c'est également vrai pour certains syndicats qui se pensent être au-dessus du droit de chacun, de vouloir travailler, de vouloir produire sans subir les interférences de quelques groupes violents. Donc il y a, je crois, quelque chose qui cloche dans le paysage institutionnel français, parce que je ne suis pas certain que sur un marché libre du syndicalisme, puisqu'on en parlait, ces comportements auraient été possibles. Donc ces comportements ne sont encore une fois que la conséquence de monopoles qui confèrent des privilèges à des organisations et donc un pouvoir de nuisance démesuré. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite sympathie lorsque je vois ça pour ce qui s'est passé pendant la Révolution française avec les décrets d'Allard et la loi Le Chapelier destinée à s'attaquer aux corporations. Alors, il ne s'agit pas bien évidemment d'attaquer la liberté d'association, mais là encore doter les privilèges qui confèrent à ces organisations la possibilité d'être au-dessus du droit. Je pense que c'est fondamental pour une société qui se veut être un état de droit ou respectueuse des libertés de chacun. Je vais me permettre d'être
un peu plus terre à terre, même si je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais juste aller un peu dans le détail de ce qui s'est passé récemment, où je pense que tu as fait une distinction qui est très importante, qui est qu'il y a la grève d'un côté et le blocage de l'autre. Je respecte tout à fait le droit de grève, je pense que c'est quelque chose d'important. Le droit de manifester, c'est quelque chose de fondamental. Ça relève de la liberté d'expression. Cependant, bloquer, c'est une autre paire de manches. Bloquer l'entreprise dans laquelle on travaille pour empêcher les autres salariés, c'est déjà pas un comportement qui vraiment mais plus, enfin, je me souviens pas à un moment donné avoir pensé que ce soit une bonne idée, déjà de base. Mais alors en plus, il y a eu, je me souviens plus le détail de est-ce que c'était telle raffinerie ou telle centrale. Bon, il y a eu plusieurs lieux où il y a eu plusieurs conflits. Certains étaient le produit de grève, d'autres étaient le produit de blocage, où vous avez des personnes extérieures qui sont venues bloquer des approvisionnements, qui sont venues bloquer des sites. Et là, ça relève pas du droit de grève. En termes, déjà, ça relève de l'insurrection dans le droit. Alors bon, Fergan, si j'ai une bêtise au niveau du droit, t'as le droit de m'interrompre, mais ça ne relève pas du droit de grève, pour être très concret. Et quand on est aujourd'hui dans une situation, on est toujours dans une situation d'état d'urgence. Et c'est vrai que nous, on a été très critiques vis-à-vis de l'état d'urgence, donc je suis certainement pas en train de défendre l'état d'urgence. Mais quand on est dans une situation d'état d'urgence et qu'on a des mouvements insurrectionnels, à un moment donné, il y a des vraies questions à poser. Il faut que le gouvernement clarifie, est-ce qu'ils vont laisser faire ou est-ce qu'ils... dans quel camp est-ce qu'ils tranchent? Parce que les deux ne peuvent pas être maintenus dans le même temps. Et le comportement de la CGT est vraiment... Alors, en plus, ils se prétendent être les gardiens de la démocratie, je ne sais quoi, mais alors, comportement antidémocratique au possible. Quand la CGT empêche la distribution de journaux, sauf de l'Humanité, parce que l'Humanité est le seul journal qu'ils ont reconnu étant d'utilité publique, personnellement, j'appelle ça du fascisme. Et le fascisme n'est pas la propriété exclusive de la droite. On peut revenir un peu dans les détails historiques. Le fascisme, à la base, ça a été une excroissance de la gauche radicale italienne. Donc, le fascisme n'est pas la propriété exclusive de la droite. Et quand vous avez des mouvements qui bloquent d'autres entreprises, quand vous limitez la publication de journaux parce qu'ils ne sont pas en accord avec vos idées politiques, j'appelle ça de la censure. J'appelle ça du fascisme. Et là, vraiment, si la CGT, pour moi, juste fait tomber les masques et montre un peu son vrai visage. Et je ne comprends pas tous les démocrates, entre guillemets, et là, vraiment, je mets des guillemets, parce que ce sont des hypocrites qui ne vont pas critiquer plus véhément la CGT et dire non, mais là c'est pas tolérable. On peut critiquer la loi El Khomri. Encore une fois, personnellement, je suis pas un grand fan. Je pense que cette loi, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais jamais ça ne me viendrait à l'idée d'aller censurer la presse parce que elle n'est pas en accord avec mes idées. Et là, vraiment, c'est pour moi, la CGT, entre guillemets, elle a vraiment franchi la ligne où je ne peux plus la défendre là-dessus. Je pense que là, on est vraiment sur des comportements qui sont condamnables et personne ne bouge, personne ne critique. La presse n'en parle quasiment pas. Moi, personnellement, ça me choque. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce à quoi il va falloir s'attendre pendant 5 ans après les élections de 2017, la CGT qui constamment va bloquer les journaux parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe? C'est pas une question anodine. Ouais, c'est sûr que c'est assez... moi, je n'ai jamais connu ça, mais c'est assez incroyable, en fait, encore une fois, ce pouvoir de nuisance. Cela relève d'un comportement purement mafieux, en fait, simplement. C'est une corporation mafieuse qui se prétend être au centre de l'intérêt général de la démocratie, mais qui, en réalité, se fiche pas mal des droits et libertés des autres quand ça l'arrange. Et moi, j'insiste sur le fait que il va peut-être falloir un moment du côté des autorités à ôter toutes les dispositions institutionnelles qui aujourd'hui permettent à certaines corporations d'imposer leurs lois à toute la population.
Et ce qui m'a quand même assez... une question que je me suis posée quand même, c'est me dire, mais après tout, ces syndicats, ils sont financés en grande partie par l'argent public. Je crois à 95%, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, à vérifier peut-être. Je me demande comment ils peuvent bénéficier, comment dire, de tels privilèges malgré ce qu'ils font, sans réaction de l'état de droit, du gouvernement, sans forcément, encore une fois, prendre des dispositions liberticides contre tel ou tel individu, sans forcément prendre des dispositions liberticides contre la liberté d'association, mais simplement abolir tous les privilèges qui entretiennent, dont bénéficient ces groupuscules aujourd'hui. Et j'avoue avoir du mal à comprendre en fait ce paradoxe entre d'un côté des corporations qui certes se veulent subversives, toujours en train de défier le pouvoir, l'autorité, quitte à mettre le désordre dans la vie des gens, et qui d'un autre côté sont extrêmement dépendantes du pouvoir finalement. Car on disait que c'était un État dans l'État, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, parfois, elle prend le gouvernement de court et il y a un véritable bras de fer entre le gouvernement et la CGT. Mais non, parce que dans la mesure où les privilèges aujourd'hui, enfin le pouvoir de nuisance de la CGT et des corporations de manière générale, c'est toujours le fruit de l'implication du pouvoir politique, de dispositions institutionnelles votées par le pouvoir politique qui permettent ce genre de choses. Donc il est assez paradoxal de constater que le pouvoir politique, qui aurait, je crois, des marges de manœuvre et un levier d'action pour abolir les privilèges de certains groupes, ne le fait pas, et ainsi rend possible des actions qui, dans la durée, sont tout simplement contraires à l'idée même d'un État de droit. Malheureusement, là-dessus, j'ai un peu une mauvaise nouvelle, c'est que il y a un consensus à gauche comme à droite pour laisser le paritarisme en place, parce que quand tu parlais donc du financement, la grosse partie du financement des syndicats aujourd'hui, c'est l'argent de la sécurité sociale. On a une gestion paritaire de la sécurité sociale. C'est pour ça que il y a cette espèce de nuance comptable qui est pas forcément évidente à saisir quand on dit que ce n'est pas l'État qui gère la sécurité sociale. Effectivement, la sécurité sociale, c'est une entité à part qui est co-gérée entre autres par les syndicats, que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats patronaux. Donc c'est pour aller un peu abonder un peu dans ton sens de l'État dans l'État. Et que ce soit à droite ou à gauche, personne ne veut remettre ça en cause. Juppé, par exemple, qui est aujourd'hui un peu entre guillemets le candidat favori pour la droite en 2017, a clairement dit qu'il toucherait pas au paritarisme. Donc j'ai peur là-dessus de devoir annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, oui, pour le paritarisme, effectivement, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit le fait que la cogestion des syndicats, elle est finalement très artificielle. C'est principalement la direction de la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale qui prend les principales décisions. Certes, le paritarisme permet d'acheter la paix sociale en conviant les syndicats à participer à la gestion de la protection sociale, mais il ne reste pas moins que le budget de la Sécu est voté par le Parlement, que tous ces dispositifs-là ont une source législative et politique avant toute chose. Et que finalement, la volonté politique, s'il y avait de la volonté politique pour mettre fin à ce système paritaire, les syndicats ne pourraient pas faire grand chose, si ce n'est se plaindre dans la rue, à la différence près qu'ils auraient, je crois, moins de moyens pour nuire durablement à la population par des actions coup de poing. C'était le 28e épisode de Free Lunch. Comme d'habitude, on vous remercie chaleureusement pour votre fidélité. On vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout cela. Vous pouvez vous abonner au podcast sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Et comme d'habitude aussi, le French Libertarien est un projet bénévole qui fonctionne intégralement grâce aux dons. Merci à la générosité de chacun. On remercie Fergan et on vous dit à la semaine prochaine. Salut.